vous présente Anne Girodel, c'est marqué là-dessus, chargée d'affaires innovation Auvergne-Rhône-Alpes entreprise. Elle va vous donner des chiffres pour cadrer la discussion. Thomas Longaret, président du coup de Minimax Medical, directeur, bah oui mais CEO, excusez-moi mais ça prête à confusion, directeur. Et Sébastien Westbush, directeur général de Medicalps, qui est un cluster de toutes les entreprises de la health tech de la région. On va commencer cette discussion qui, somme toute, est simple. Hein. Ça va être thèse, synthèse, antithèse. Voilà, ça va être en 3 parties. On va présenter le constat, on va dire les freins, on va présenter les leviers qu'on identifie. Je vous dis ça parce que on pourrait enrichir cette discussion, si vous voulez bien, soit à la fin parce que vous aurez des questions, soit au milieu parce que vous auriez des précisions à demander. Il ne faut vraiment pas hésiter. On essaye de faire ça à Tech Fest, de favoriser l'échange avec le public. C'est le but du jeu. Est-ce qu'on peut avoir la première slide qui nous donne l'introduction, qui pourra donner à Anne le support dont elle a besoin. Anne, du coup, vous avez révisé tous les chiffres de la filière pour Tech Fest là? On a essayé de réviser, oui. Bonjour à tous. Donc voilà, Anne Girodel, je travaille pour l'agence régionale de développement économique. Et à ce titre, en fait, l'agence réalise régulièrement des panoramas qui ont vocation à avoir une vision globale d'une filière industrielle. Et pour l'occasion de Tech Fest, on a remis à jour les chiffres de la filière industrielle technologie médicale. Et ce qui nous permet de dire que la région Auvergne-Rhône-Alpes est le deuxième pôle en France pour cette filière industrielle MedTech et e-santé. Et elle représente 1/4 des emplois en France, donc c'est quand même considérable. En dessous, vous avez par exemple, alors déjà, vous pourrez retrouver tous ces chiffres-là de façon plus précise dans ce document-là. Et si soit à la fin de la conférence, soit sur le stand de la région, vous pourrez le trouver. Il se trouve également en ligne avec le QR code. Et là, vous avez accès à un document avec beaucoup de détails dans ces chiffres-là. Là, je vous ai juste sorti ce qui me paraissait intéressant à vous communiquer aujourd'hui. Et aussi, via ce QR code, vous aurez accès à une cartographie de la région où toutes les entreprises sont localisées. Donc si vous êtes sur Grenoble, vous pourrez voir quelle entreprise est localisée à Grenoble et alentour ou pas. Je me permets, mais de manière générale, Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, elle vous donne plein d'informations sur beaucoup de filières régionales. C'est juste exceptionnel comme source d'informations. Je dis ça en tant que journaliste. Voilà, oui. Ça sert à tout le monde. En fait, on a au sein de l'agence, on a un service qui s'appelle le service d'intelligence économique qui a vraiment vocation à regarder toutes ces filières industrielles. Et donc pour revenir à la filière technologie médicale, vous voyez qu'en région, il y a 366 entreprises que l'on a pu référencer qui correspondent à presque, comme on dit, 500 établissements parce qu'une entreprise peut avoir plusieurs sites. Et ça représente 24 000 emplois en région, ce qui n'est pas rien. En poids économique, dans les chiffres qu'on a pu récupérer, parce que tout n'est pas publié par les entreprises, c'est à peu près 5 millions d'euros de chiffre d'affaires de ces entreprises. Et puis ce qui est intéressant et ce que je voulais faire ressortir, c'est que 17% des entreprises que l'on a référencées sur cette filière sont des start-up et des start-up industrielles, parce qu'on est sur de la technologie médicale et on est sur de l'industrie. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et par ailleurs, c'est aussi une catégorie d'entreprises que l'on qualifie de deep tech parce qu'elles proviennent d'un laboratoire de recherche. Donc il y a eu énormément de recherche pendant longtemps avant d'arriver à la création d'une entreprise et la volonté de valoriser cette recherche sur le marché. Et puis enfin, et ça revient un petit peu à ça, 14% de ces entreprises proviennent vraiment de laboratoires académiques. C'est-à-dire que la recherche qui est faite dans les laboratoires de recherche publics, c'est vraiment assez applicatif et ça va donner naissance à beaucoup de start-up. Et nous, la région ici et l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, on est là pour accompagner toutes ces entreprises et faire en sorte qu'elles croissent, elles créent des emplois et elles trouvent des capitaux. Et ça, c'est pas une mince affaire, mais je pense que ça va être abordé par les autres personnes. C'est ça, parce que du coup, on peut aussi souligner les chiffres, donc 75% de TPE-PME et 5% de grandes entreprises. C'est un peu ça qui fait le départ de cette conférence. Comment est-ce qu'on fait des champions
européens. Comment on fait les champions français et européens. Et j'aimerais bien que vous deux, vous nous disiez un peu, peut-être vous Sébastien, quel est le parcours type en fait d'une petite entreprise qui va sortir du labo? C'est quoi son parcours type et donc celui qu'on voudrait éviter? Et aussi ce que je vous avais demandé, vers où on veut aller? Qu'est-ce qu'on voudrait voir émerger? Je ne sais pas si j'ai toutes les réponses formelles, mais Couplé. effectivement, la trajectoire, c'est souvent une technique qui peut devenir une technologie et qui est quelque part dans un labo, qui est utile pour décrire des choses peut-être fondamentales ou pour être utilisée comme une brique utile à la recherche. Et puis à un moment donné, on peut aussi se dire, mais là, il y a des choses à faire pour que ces briques-là soient des produits. Et à ce moment-là, effectivement, il y a tout un parcours qui est aussi long que la recherche fondamentale, juste avoir trouvé des éléments nouveaux. Voilà. Et ce transfert, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il doit être porté par un homme, une femme. Et donc c'est souvent là autour des SAT, des sociétés de transfert de technologie, qui vont aider à ce qu'il y ait une équipe qui se mette en place pour accompagner le projet de développer un produit, parce que c'est un parcours du combattant, s'il faut financer ça. La santé, c'est certainement le parcours industriel le plus complexe, parce que c'est un écosystème qui comprend la recherche fondamentale jusqu'aux patients, tout un tas d'étapes aussi réglementaires, des étapes de financement et de remboursement des produits de santé par les différents États. Donc ce long parcours, souvent il se passe assez bien pour tout ce qui est les étapes pionnières, ça on sait vraiment le faire. On crée de la start-up, Startup Nation, et à un moment donné il faut passer à l'échelon industriel, transformer les preuves que le produit fonctionne dans des conditions, les indications cliniques qui sont choisies, et faire en sorte qu'après on puisse se dire comment est-ce qu'on va le produire. Et si on ne se pose pas la question assez rapidement, mais qu'est-ce que va être le produit final ? Quel va être son usage et comment est-ce que le clinicien en vraie vie ou le soignant et le patient du coup va utiliser ce produit, on risque de passer à côté peut-être de l'essentiel qui aidera à faire ce passage à l'échelle. Alors, est-ce que je peux déjà résumer? Après, vous pourrez amender si vous voulez. Donc, on a une bonne idée qui sort d'un labo. Après, il faut trouver des capitaines qui vont accompagner les chercheurs en général pour monter une start-up. Et après, cette start-up, elle a un long parcours réglementaire, et c'est bien normal, à suivre pour amener son produit ou son service sur le marché. C'est un long j'exagère, non mais si, 10 ans quand même, un truc comme ça, au moins 10-15 ans. Et entre-temps, donc, il y a le temps de mourir 5 fois, enfin 10 fois même, sur ce parcours-là. Et donc, la question de base, c'était, je vous la rappelle, quel est la vie en général de ces startups? C'est quoi le chemin qu'elles vivent en général qui nous amène? En général, elles vont le plus loin possible, et puis à un moment donné, soit elles n'ont plus de capitaux, elles n'arrivent plus à lever pour développer les phases qui sont de plus en plus coûteuses pour les développements qui arrivent. Et elles sont rachetées, elles peuvent être rachetées, et effectivement, et souvent, c'est soit des capitaux qui rentrent mais qui ne sont pas forcément français, soit c'est des rachats, et ça c'est dans les meilleurs des cas. Voilà. Vous voulez amender ça? Je voulais amender, oui, il y a plein de sujets, on pourrait parler des heures là-dessus. Tu parlais beaucoup, Sébastien, de la partie réglementaire dans le médical, c'est essentiel, et c'est vraiment une vallée de la mort très compliquée, où pendant des années il faut avoir des financements alors qu'on n'a rien qui est sur le marché. Je rappelle aussi que ça reste aussi des entreprises normales, et qu'on doit également, en plus de ça, gérer les problèmes RH, les problèmes de gestion de site, les problèmes de croissance, les problèmes de finance, de trésorerie tout court, les problèmes de développement produit, d'industrialisation de tout ça. J'en parle parce que je suis en plein dedans. Et c'est compliqué. Donc voilà, donc il y a aussi la start-up qui a amené son idée, qui la développe. Après, elle doit aussi monter une équipe. Elle doit mettre en place des preuves de concept pour aller impressionner, que ce soit dans le cadre du médical, je sais pas moi, des professionnels de santé qui ont leur importance dans la levée de fonds, pour aller directement impressionner aussi potentiellement des financeurs. Ça va des banques, des BPI, des fonds d'investissement. Il y a tout cet écosystème à connaître. Et puis après, l'équipe, elle doit continuer à vivre, à développer son produit, à affiner ses spécifications, à recruter, à changer de locaux, à s'agrandir, à gérer tous les petits problèmes du quotidien qui sont aussi difficiles malgré tout. Ouais.
Parce que je sais pas, je me permets d'ajouter ce point-là, parce que je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec la medtech. En général, ces entreprises-là, vous me corrigez bien entendu, c'est fait exprès, hein, vous pouvez me corriger, ne génèrent pas de chiffre d'affaires. Elles fonctionnent parce qu'elles ont levé des fonds, il y a des gens qui croient en elles et qui leur donnent tant d'argent pour aller sur tel échelon, tel jalon, on va dire. Et plus on avance, plus la technologie est dérisquée et plus on va avoir des investisseurs intéressés. C'est généralement comme ça qui se passe. C'est tout à fait ça, oui. C'est tout à fait ça. Oui. Et donc, ce qu'on regrette dans notre table ronde, peut-être qu'on peut revenir sur la slide de présentation, Laura, c'est qu'il n'y ait pas de champion européen ou français qui émerge. On en est là. Et donc, je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on veut, juste pour qu'on sache vers quoi on veut aller. Là, effectivement, non, si vous voulez. Si on prend la pharma, il y a des champions français et il y a un écosystème qui fait qu'il y a des petits projets qui sont grands dans la valeur potentielle et qui peuvent être tractés par les gros qui sont là, qui existent. Et puis donc il y a tous les acteurs, parce que c'est des écosystèmes, il faut des sous-traitants, il faut pour la pharma c'est des CRO, voilà, tout existe sur l'ensemble de la chaîne. En medtech... CRO c'est quoi ? Contract Research Organisation. Il y a des acteurs qui vont faire des typologies de recherche spécifiques aux différentes phases cliniques de développement des produits. Donc là, c'est pour la pharma. Et on a le même besoin pour la medtech. Et il faut qu'on réussisse à avoir des grands nationaux qui, après, permettent d'avoir cet écosystème complet. Voilà, c'est... Mais non, mais tu as bien résumé ça. Et effectivement, moi, je voulais insister sur la partie industrielle avec ce besoin d'écosystème, de fournisseurs, de sous-traitants. Qui malgré tout est existant sur Grenoble, faut pas le négliger. Il y a un vrai, nous on a installé notre usine, on l'a inauguré l'année dernière, donc dans le Nord Isère vers Aprieux. Surtout le bassin Voironnais et autres, on a un très gros bassin industriel avec, on n'a pas eu de difficulté pour l'instant pour recruter, des profils de techniciens jusqu'à des directeurs de prod et autres. Il faut qu'on explique alors, Minmax Médical. Qui connaît Minmax Médical ? Je fais exprès de vous solliciter, que vous ayez envie de... Qui connaît ? Il y en a deux. Je suis sûr qu'il y en a plus. Il y a moyen donc d'expliquer ce que c'est que Minmax Médical moi-même. Ok, moi s'il vous plaît. C'est la petite pause sur. Très bien, Minmax Médical, on conçoit et donc on va bientôt produire des équipements pour le médical, pour tout ce qui est chirurgie digitale et robotique. Donc en fait, concrètement, on développe un robot, une plateforme robotique. On développe qui va assister le geste du chirurgien pour venir notamment couper, forer, fraiser des tissus humains pour mettre des prothèses et des implants. Quand on dit la plateforme, pardon, oui. Mais ça veut dire son socle, avec voilà, et tout le bras. Et tout à fait. Et le bras lui-même, on est un roboticien, donc on est un nouveau roboticien. On fabrique notre robot Made in Isère de zéro avec tous les différents composants qu'on vient chercher un peu partout dans le monde. On a également un autre produit, un système de navigation pour traquer en temps réel, de façon extrêmement précise, submillimétrique et sous le degré, des instruments les uns par rapport aux autres et par rapport aux os du patient. On a également des briques logicielles avec des jumeaux numériques de l'IA. Donc on a toute une panoplie de composants, de briques technologiques qu'on propose à des clients qui vont les intégrer dans un dispositif médical pour je sais pas moi, de la prothèse de l'épaule, pour de la mise en place d'un implant dentaire, pour des vis dans la colonne vertébrale et ainsi de suite. Donc vous faites le robot dans son ensemble, plus vous vendez les éléments. Voilà, on a toute une série de composants qui vont avec ou sans le robot. Okay. Voilà. Et vous existez depuis quand ? Quand est-ce qu'est né Minmax Médical et aujourd'hui vous avez combien de salariés ? Alors Minmax Médical, c'est une vieille histoire, ça a été créé en 2008. On avait un business model tout différent au débarrage. On crée de la preuve de concept et en fait c'était un bureau d'études très fortement R&D et donc on vendait des prototypes à des industriels qui étaient intéressés pour en faire des produits. On a participé à l'élaboration d'un robot chirurgical qui met les prothèses de genoux, qui a été racheté par Johnson & Johnson et qui vient d'être racheté par le CHU à Grenoble. Et donc maintenant, les patients peuvent avoir des prothèses de genoux mises en place par un robot. Le CHU a acheté le robot, n'a pas racheté Johnson & Johnson. Donc ça revient aussi chez nous. Et en fait, il y a quelques années, on a un peu changé le business model et donc on s'est mis sur la partie industrialisation. Donc on est passé d'une vingtaine de personnes à maintenant 70. On est sur 2 sites. Et on continue à croître un petit peu justement pour développer nos produits, les industrialiser. On est dans cette fameuse vallée là où on essaie de valider nos équipements, nos sites nos produits pour pouvoir les vendre dans encore 2 ans et quelques au moins. Donc c'est un exemple de ce vers quoi on veut aller. Il faut... Absolument. C'est des étapes où on est dans l'industrialisation et puis la capacité à cranter. À partir de quand on est une TPE, on est une PME ? C'est 500 salariés, c'est ça hein ? Non,
La PME, c'est entre 0 et 250 On est salariés. déjà sur la PME, alors du coup, Oui, on est bien là, sûr. on est sur un On se revendique start-up industrielle. Ah ouais, d'accord. C'était important, le terme est important, il est pas mal à la mode en ce moment. Parce que, pourquoi on n'est pas une start-up? C'est faux, on n'est pas une Ah start-up. oui, vous êtes peu... Mais par contre, c'est la première fois qu'on monte un site de prod. On recrute des nouveaux profils qu'on ne connaissait pas. On doit changer la mentalité de nos équipes R&D vers une mentalité produit et production. On doit générer des nouveaux financements. On a des revenus, des modèles de revenus tout à fait différents. Donc on est des nouveaux sur ce sujet-là. Vous êtes D'où le symbole de la start-up industrielle. Et on n'est pas les seuls dans ces cadres-là. Bon, alors du coup, vous êtes le client parfait pour nous dire quels sont les freins au développement que vous rencontrez. Bon, j'en ai quelques-uns et il y en a d'autres à côté de moi qui sont plus ou moins connus et plus ou moins partagés par toutes les startups. Bon, on a les financements déjà, premier, ça reste les financements, le gros frein. C'est trouver de l'argent, et encore plus dans le médical où le temps est très très long. C'est trouver les bons financements, être capable d'aller voir les bons acteurs qui nous dirigent vers les bons financements, que ce soit la région, que ce soit la BPI, les banques. Bon, on a plein. Puis après, derrière aussi, on a les VC, on va avoir les fonds d'investissement et autres. Il faut avoir les bonnes entrées pour nous repérer dans un peu le millefeuille d'aide. Donc ouais, clairement, il y a des freins sur la partie financement. On a des freins sur la partie réglementation médicale, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Non, c'est le moment. Ou maintenant. Parce que en fait, cette réglementation, elle pèse sur le développement parce qu'elle vous oblige, enfin, si je ne me trompe pas, hein, elle vous oblige à travailler sur la France et après, vous devez encore passer le même temps pour travailler sur un autre pays européen. Oui, Du coup, le marché européen ne s'impose pas à vous, vous êtes obligé de... Non, alors en fait, il n'y a pas de marché français dans le médical, on est directement sur un marché européen, okay. Parce que la certification est directement européenne, puis après il y a des étapes pour trouver des remboursements pays par pays. Okay, on a même un problème plus fondamental que ça, c'est qu'on va même pas forcément, la plupart des industriels aujourd'hui, vont pas vers le marché européen d'abord, mais d'abord vers le marché américain. C'était l'inverse il y a 15 ans, 10-15 ans. Mais en fait, la réglementation européenne, c'est pas tant qu'elle s'est durcie, mais c'est qu'elle est beaucoup moins visible, beaucoup moins claire pour les industriels, tandis que c'est très clair côté FDA. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple, ça prend moins de temps. Et il y a plus de visibilité d'aller sur le marché américain d'abord. Donc c'est le patient américain qui est servi d'abord, puis le patient européen. On va voir, là c'est peut-être en train de changer. Là ces toutes dernières semaines, il y a eu des améliorations petites sur la réglementation européenne. Et Trump est en train de s'aborder la FDA. Donc c'est le bon moment pour que ça se retourne. Mais aujourd'hui, la réalité concrète, c'est que les industriels du médical, une partie en tout cas, va d'abord sur le marché international avant d'aller sur le marché européen. Et j'ai un témoignage effectivement d'un entrepreneur qui me disait bah oui, les US, la FDA, ils nous disent combien de temps va durer la procédure pour pouvoir vous dire oui, non, vous pouvez accéder au marché. Déjà, c'est un premier truc. Et puis le deuxième truc, en face, il m'a dit bah là, on a des experts, ils comprennent ce qu'on fait. Donc à partir de là, c'est une relation finalement qui est assez saine pour un industriel qui a besoin de savoir combien de temps ça va durer, combien il va devoir mettre en termes de moyens et de financement, et de parler avec des gens qui connaissent son produit. Voilà. Parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'inconnus pour une start-up, de se dire bah, je demande une réglementation, elle va peut-être durer 10 ans, enfin ça va peut-être durer 10 ans. Et si au moins on vous dit ça dure 10 ans et au bout de ces 10 années vous savez ce que vous avez, ce que vous obtenez, normalement c'est quand même plus confortable que de naviguer à vue tout le temps, quoi. Je corrige juste, on n'est pas sur du 10 ans heureusement. Sur la partie c'est la certification totale qui peut durer une dizaine d'années, le développement du produit, tout ça. La partie qu'on va attendre, c'est plus du 2 ans, mettons, voire 1 an et demi. Et avec la FDA qui va donner une visibilité, qui va donner une date exacte, tandis que l'Union européenne, c'est merci pour votre dossier, on vous répond un jour. Ouais. C'est sûr que ça aide pas. Et puis il y a une autre problématique pour les startups industrielles qui est importante, c'est qu'il faut trouver un site pour produire et ensuite construire le bâtiment. Et puis quand on est une start-up, on n'est pas forcément un industriel. Donc il faut recruter les bons profils, le responsable industriel, organiser tout ça. Mais je pense que Thomas, tu peux témoigner aussi sur cette difficulté-là ou... Là, on est sur une difficulté plus commune à toute l'industrie, on va dire. Oui, c'est à la fois de gérer les bons recrutements, d'avoir les bonnes personnes au bon endroit. Donc on peut faire le choix par exemple de prendre des profils seniors qui viennent accompagner les équipes juniors. Même si au démarrage on n'a pas de sous, donc on ne peut pas attraper ces profils seniors, ça c'est des complications. Là le réseau peut compter, d'avoir des lieux où on peut rencontrer des entreprises assez similaires comme on a avec Medical et on est capable de mettre en place ce réseautage et puis finalement de passer des profils aussi, de discuter pour savoir quelles sont les bonnes compétences au bon endroit. Ça c'est extrêmement important. Et après, sur la partie site, on est pas mal accompagné. Généralement, les collectivités sont très très contentes de récupérer des usines. Sur le médical, ça fait rêver tout le monde, peu importe la techno exacte. Ça fait rêver, donc c'est aussi une facilité. Et tant mieux pour nous, on en profite, il faut. Voilà, et puis après, il faut aussi simplement gérer
croissance, c'est pas tout d'avoir les bons profils, mais quand on en doit en recruter 20 dans l'année et qu'on n'était pas beaucoup à la base, eh ben c'est pas si évident que ça. On gagne pas 20 personnes de plus en termes de force de travail, c'est moins. Il faut gérer les managers, la gestion de toutes ces personnes. Et ça aussi, on peut se faire accompagner, on peut discuter avec des confrères et consoeurs. Voilà. Oui, absolument. Et en complément, ce que tu le disais tout à l'heure, mais je lâchais un cocorico Auvergne-Rhône-Alpin, on est la première région en termes de sous-traitants pour la medtech. Ce qui est quand même extrêmement important, qui fait que c'est un terreau dans lequel on se dit ok, je vais prendre mes risques, implanter mon usine et avoir les bonnes interactions le cas échéant. Et puis on a effectivement, comme le monde Tech and Fest, la formation, la recherche, enfin il y a tout cet écosystème qui est présent, qui permet de baser, de mettre les pieds dans un terreau qui permet de pousser, on espère, le plus vite possible le start-up le mieux possible. Voilà. Moi, je rebondis sur ce qu'a dit Sébastien, c'est sûr. D'ailleurs, c'est un travail que Anne comme Sébastien ont engagé et qui est un travail de tous les jours. C'est plus on est d'acteurs, notamment dans le médical ou dans l'industrie, plus on est fort en fait au niveau écosystème régional, parce que c'est tout un cercle vertueux. Plus de sous-traitants, plus d'expertise, on attire les emplois, on attire les expertises de l'extérieur. Les gens en plus, ils aiment bien Grenoble, ils viennent pour les montagnes, ils viennent pour la tech. On a les bons labos, on a quand même un hôpital qui est très important, le CHU, et puis d'autres systèmes de santé qui existent aussi. Enfin, on a vraiment tout ça qui fait qu'on est vraiment un endroit très très pertinent pour aller faire de la medtech. Et je pense qu'on est gagnants si on y va tous ensemble. Ouais. Il y a un autre point sur lequel je m'étais trompée aussi tout à l'heure, c'est que la réglementation elle est directement européenne. Par contre, c'est les remboursements qu'il faut aller chercher pays par pays. Ça ne change pas à l'idée que c'est fatigant pour une start-up parce que du coup, généralement, elle vend des choses plutôt chères, beaucoup de valeur ajoutée, plutôt chères. Sans remboursement, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que là, on a fait un tour des freins? Il manque un petit peu le point sur le marketing et le design qui m'intéresse particulièrement. Est-ce que là, d'ici là, vous avez des questions déjà? Avant qu'on finisse un tout petit peu les freins. Ou des remarques et des compléments. Des remarques, totalement, ouais. Ok, est-ce qu'on peut faire 5 minutes sur le design et le marketing? Vous disiez ça, que c'était un frein au développement des startups du médical. Ah oui, effectivement, il y avait un sujet sur en France, et puis c'est valable pour Grenoble du coup, on est bon sur la partie innovation, recherche, on est bon pour avoir plein d'idées. On a des bons accompagnements pour les startups et autres, mais pour se transformer, pour passer à l'échelle, il faut aussi avoir à la fin un bon produit. Et ce qui est difficile à parler quand on parle de médical, où on a envie de parler que de soins patients, que de bénéfices patients, mais un bon produit, c'est un produit qui a le bon business, qui atteint le bon marché, et également qui va... c'est une pensée dans son produit qu'on n'a pas besoin de... Il ne faut pas réfléchir que clinique, que soins patients, mais il faut aussi réfléchir ergonomie, utilisabilité par le chirurgien, par le personnel, par le patient. Faut travailler sur les interfaces, il faut travailler sur tout ça. Et il faut aussi travailler sur ce positionnement de ce produit. Et là-dessus, on est mauvais en France. Par exemple, les Américains sont bien meilleurs que nous. Ils sont mauvais sur la partie R&D, mais ils sont bons sur cette partie produit business. Et ça permet aussi un passage à l'échelle. Ça permet d'avoir un très bon produit d'un point de vue technique qui devient vraiment un bon produit vendable et vendu. C'est l'adoption, quoi. Ouais, c'est l'adoption derrière qui est clé. Et on peut avoir un produit super technologique, super évolué, avec des robots, des bras partout. Ça va plaire à quelques chirurgiens, ça va plaire à des ingénieurs, mais bon, s'il n'est pas vendu, il ne va pas se diffuser dans le monde et ça va servir à personne. Oui, j'ai un exemple, je ne sais plus quelle était l'indication, mais c'était un implant et les technologues, l'entreprise était extrêmement ravie d'avoir quelque chose qui était à l'extérieur, qui évitait d'avoir à effectivement implanter de façon invasive. Et les patients ont dit, mais je ne veux pas d'un truc, c'est moche, Bien, ouais. à la poubelle. Et peut-être 10 ans de R&D, voilà. Ils auraient peut-être pu remarcher, quoi, mais non. Mais en fait, c'est presque ça. C'est effectivement ces sujets-là. La finalité, à la fin, il faut que ça soit acceptable pour le patient aussi. Ouais. Alors, il y a des leviers pour changer, pour inverser ça. Bon, alors on a quand même un bon exemple de Minmax Médical qui vous portez quand même une grosse ambition sur vos épaules. Donc, c'est la tendance. Les leviers, c'est quoi alors? C'est la coopération en premier lieu? C'est un exemple. Par exemple, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on a du côté de Saint-Étienne, de tout ce qui est ergonomie, tous ces sujets-là, ils sont en avance. Et en tout cas, je pense que c'est une interaction qu'on doit développer. Et c'est comme ça qu'en tout cas, je travaille de côté de Medicalps avec Noveca, qui est l'équivalent de Medicalps sur le territoire de Saint-Étienne, où ils sont là-bas vraiment medtech aussi, et complémentaires. Donc l'idée, c'est de faire passer les compétences d'un pôle à l'autre.
Est-ce que vous, en tant que Medicams, vous vous permettez d'aller voir une entreprise et de lui dire ça c'est peut-être un frein pour toi et il faudrait que tu développes ça? De toute façon, je dis ce que je pense, et puis ce que je pense peut être une bêtise, mais si c'est pris, tant mieux. Et puis si c'est une bêtise, c'est pas grave, ça sera pas pris. Mais c'est l'objectif, effectivement, systématiquement, dès qu'il y a quelque chose qui est connu, de partager l'information et puis de faire avancer. C'est faire gagner du temps aux entrepreneurs qui parfois prennent du temps sur leur temps de vie personnel et même très souvent. Beaucoup, oui. Et en fait, il faut être aussi très fier des entrepreneurs qui portent sur leurs épaules, comme c'était dit tout à l'heure. Mais quelque part, j'espère que c'est des choses qui seront légères et qui vont participer à t'élever très loin et que tu sois brillant et un guide pour nous tous. J'ai tendance à faire un peu exprès de dire ça, mais c'est extrêmement important. On a souvent le bashing, les entrepreneurs, arrêtez avec ça. Mais s'il n'y avait pas l'entreprise et les entrepreneurs, on ne serait pas là à en discuter. Ça c'est sûr, et puis en plus il faut donner l'exemple, ça il n'y a pas à sourciller. Et en plus on ne se rend pas compte du temps que ça prend, que ça mange sur la vie personnelle de porter tout ça à bras le corps. On peut le voir. Il y a une distinction entre souveraineté sanitaire et industrielle. Qui c'est qui a lancé cette idée? C'était moi qui avais lancé ça. C'était pareil, mais c'était pour un petit peu, j'aimais bien un petit peu faire marquer un peu les esprits en disant ça. On a eu beaucoup de ces discussions-là, on a parlé un peu finalement là. Le produit médical qu'on va faire, c'est un produit et c'est du médical. Donc quand on dit la partie médicale, on pense soins patients, on pense à soigner son frère, sa sœur ou je ne sais qui de sa famille, et on sent l'importance de ce sujet. Et quand on dit produit, on dit aussi usine, on dit emploi, on dit, on dit écosystème et ainsi de suite. Et ça a son importance aussi. Un peu comme si, on a le ministère de la Santé d'un côté, le ministère de l'Industrie de l'autre, mais les deux ont leur importance. Et de temps en temps, des fois, on va entendre des discours qui vont favoriser l'un ou favoriser l'autre. Nous, on est un peu au milieu. Et du coup, il faut savoir jouer sur les deux panneaux en même temps. Mais il ne faut pas oublier que chaque acteur du dispositif médical est également un acteur économique, crée un emploi, favorise un bassin, favorise un écosystème. Voilà. Et donc du coup, on peut avoir des fois des cas où on va même jusqu'à vendre des produits à l'étranger. On en a parlé tout à l'heure pour des raisons par exemple de réglementation. Mais ce n'est pas forcément un mal, parce qu'en attendant, on a créé un certain nombre d'emplois sur un écosystème donné, et ça reste aussi une souveraineté qui est industrielle. Donc ça a son importance aussi, il ne faut pas forcément l'oublier. Dans le médical, on a souvent tendance à penser que patient. Il y a ces deux côtés-là qui existent. Et le patient n'est pas oublié pour autant. On a besoin d'avoir un produit qui fonctionne, on a besoin de collaboration avec des chirurgiens, avec un CHU, avec je ne sais qui d'autre, qui vont nous aider à développer le bon produit également. Et d'où l'intérêt d'avoir cet écosystème-là. Comme s'il y avait un sujet noble et un sujet un peu plus... Dans le médical, ça peut être le cas des fois. On oublie un petit peu, de la même manière que les problématiques, elles sont aussi celles d'un industriel classique, de gérer les petits problèmes du quotidien, de gérer des sites distants, de gérer de la croissance et ainsi de suite, ou de la trésorerie tout simplement. Ne serait-ce que le sujet de la trésorerie. Un produit qui doit marcher, bien sûr qu'il doit soigner le patient, mais encore une fois, s'il ne se vend pas, s'il n'a pas de design, ça ne marche pas, mais s'il n'a pas de retombée économique pour l'entreprise qui l'a faite, on choisit de ne pas le faire. Il faut aussi que ça soit rentable. Donc c'est cette ambivalence-là qui est compliquée dans le médical. Au point d'en faire un frein. On n'aurait pu ne pas... Je pense pas, mais il faut expliquer. Okay. Ça passe par pas mal d'explications, ouais. Il y a l'atout, ça on en a parlé, la fenêtre d'opportunité avec l'affaiblissement de la FDA, vous l'avez évoqué. Est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets d'entreprises qui ont l'air de se développer, qui donnent un nouveau cap, qui vont vers le cap que l'on espère? Oui, parce que ce qui est important, c'est qu'on a un écosystème très riche et quelque part, c'est une responsabilité que de continuer à le développer. On a tout ce qui concerne la chirurgie digitale et robotique que tu représentes aujourd'hui. On a des acteurs aussi autour de la microélectronique qui peut être implantable, notamment dans les implants innovants et dans des aspects neuro. On a des aspects aussi d'imagerie importants et de capacité d'accélérer les entreprises qui viendraient à cette typologie de projet sur ce territoire. Et aussi tout ce qui est intelligence artificielle pour la santé. Voilà, qui vient en fait énormément, irriguer tous ces sujets-là absolument. Vous dites à chaque fois, on a des entreprises, on a 3 accélérateurs industriels qui sont sur ces thématiques-là, et c'est pour ça que j'en parle. Un qui est lié à l'écosystème auquel participe Minmax Medical et qui
participe justement à accélérer. Et le Minmax Médical des débuts s'est transformé, il s'appelle Aventure, on pourrait le dire un peu comme ça, qui est un start-up studio qui accompagne des projets qui viennent d'un besoin clinique pour après ensuite produire des solutions justement de chirurgie pour telle ou telle partie du corps. Et on a aussi tout un écosystème qui est en train de se mettre en place autour de la microélectronique dédiée à la santé. Et là, ça va être des implants innovants. On a le MIC de Doliam qui s'est installé il y a peu de temps. Et donc, c'est le MedTech Industrial Campus qui a une vocation à industrialiser et en capacité de prod, de prototype de MEMS. Donc, c'est des tout petits moteurs, mais de microélectronique. Donc, on a des trucs assez dingue qui se passe et qu'on a là. Et la responsabilité qu'on a, c'est effectivement de faire en sorte qu'on les utilise pour participer à la révolution de la santé, parce qu'il y a le numérique, il y a plein de données de santé, il y a plein de choses à faire avec l'IA, mais il y a aussi un besoin forcément d'outils pour capter les données. Et ces différentes applications peuvent être très utiles pour une santé personnalisée responsable, c'est-à-dire pas seulement être dans le traitement, mais bien dans le care, le soin. Et c'est pour ça que je porte ce coq blanc, qu'on porte ce coq blanc, c'est BPI France et la French Care, c'est l'ambition de bien réunir tous ces acteurs au national, tous les acteurs de la santé, du patient jusqu'aux technologues et aux cliniciens. Et pour faire une réponse courte, voilà. Non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. On a effectivement... j'ai perdu le fil du coup en me disant ça. Vous en étiez à 2 accélérateurs. Oui, là, j'ai pas cité le troisième, c'est Axel MedTech. Donc ça, c'est du côté Trixel Thales, pionnier mondial sur l'imagerie rayon X grande surface et qui maintenant aussi a une capacité de recevoir des entreprises MedTech qui ont besoin de s'accélérer, mais adossé à un industriel qui fait ça depuis 60 ans. Donc c'est quand même, c'est pas juste de l'accompagnement théorique, c'est bien de la pratico-pratique avec ces 3 accélérateurs qu'on a ici. Et donc, on est en capacité maintenant avec de la mécatronique, la microélectronique, de la plasturgie, de l'IA et des data, et j'oublie peut-être et puis tout ce qui est la robotique, de créer des objets techniques qui vont être appliqués en medtech sur ce territoire. Et quand on les met ensemble, ça peut aussi faire des objets miniaturisés avec des batteries, parce que c'est l'énergie aussi qu'on a aussi dans l'écosystème, tout ce qui est batterie. Et il y a un exemple qui peut être game changer pour qu'on ait une médecine personnalisée qui nous permette d'être dans l'anticipation et justement dans la gestion de la prévention. Et ben je pense à Eject Power qui a des micro-batteries, mais vraiment ils ont un stand juste derrière là, effectivement, sur le village santé. Taille d'un grain de riz. Voilà, et c'est des toutes petites batteries. Et l'avantage, c'est qu'il y a moins besoin effectivement de chirurgie. Déjà, c'est plus petit, donc la chirurgie est moins grosse. Et puis, il n'y a pas besoin de ressortir les batteries, ou en tout cas, c'est une durée vraiment plus longue de vie. Et en fait, on arrive à des applications qui font que le patient n'a plus la sensation d'avoir un produit en lui et une lourdeur, puisque cette micro-batterie est adaptée à un aspect microélectronique qui permet de mesurer en fait la pression, un capteur de pression, un tout petit capteur de pression, petite batterie, petit capteur de pression. On le met au niveau de l'œil et ça permet effectivement de mesurer la pression quand on a un glaucome. Et là, ce qui est fantastique, il suffit d'avoir des lunettes presque comme les tiennes. On pose les lunettes, ça capte les données, ça les transfère au médecin et en plus, ça fait une recharge sans contact. Voilà, et ça, c'est ce type de game changer qu'on est capable d'avoir sur ce territoire qui vont faire qu'on va pouvoir faire la médecine préventive, prédictive, etc., les fameuses 4-5P pour la révolution de la santé. Et dans le cas de Inject Power, l'idée c'est aussi de dire, corrigez-moi bien entendu, qu'on est sur une start-up qui construit son outil industriel et donc qui va générer de l'emploi normalement. Je ne sais pas à quel point c'est automatisé ce nouvel outil, et qui reste sur des capitaux majoritairement français, moi selon ce que j'avais comme information. So far, so good. Ok, ça marche. Est-ce que je peux aussi ajouter, au risque de me tromper, que les deux accélérateurs, Doliam et Thales, c'est quand même des grandes entreprises qui accompagnent des petites, donc on est sur une convergence qui pourra peut-être aider à faire... Et à chaque fois, il y a une vision entrepreneuriale et également dans l'écosystème dans lequel appartient Minmax Médical, qui est porté par Stéphane Lavallee depuis très longtemps. Voilà, depuis 2011. Et effectivement, c'est à chaque fois une vision entrepreneuriale et puis patron d'industrie dans certains cas. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions ? On a 10 minutes de questions. D'habitude, on en donne 15. Est-ce que vous avez des questions ?
Ou est-ce qu'on fait un cours pour finir sur l'accélérateur Aventure, parce qu'il y a plein de choses à dire autour de ça. Pas de questions? Est-ce que vous voulez bien nous le présenter alors, cet écosystème-là? Parce que franchement, il vaut le coup, vous restez 10 minutes de plus, ça vaut le coup. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'il y a autour de Aventure et de Min-Max Medical, le fait qu'il y ait plein de startups en fait, qui gravitent autour de vous? Oui, en déjà fait, tout à fait. On s'est dit qu'on avait des bonnes technos et qu'on a un certain nombre de besoins non résolus du côté notamment des praticiens hospitaliers qui ont aussi des idées. Et donc on essaie de mettre en face une idée et une techno pour pouvoir derrière créer une start-up et mettre un produit sur le marché qui réponde aux besoins initiaux. Donc c'est là l'intérêt d'avoir ces porteurs de projets qui viennent, qui ont la connaissance du vrai besoin, qui peuvent être mis en relation avec nous, et finalement ça va être le même sujet avec les autres accélérateurs dont parlait Sébastien, mais être avec des gens qui connaissent soit la partie techno, soit la partie création de l'entreprise. Et du coup, tout ça va faire une ébullition super intéressante qui permet de créer un projet, une start-up qui va démarrer, qui va chercher à lever des fonds et ainsi de suite, et à développer son produit. Et voilà, c'est ce qu'on propose nous, avec d'un côté Aventure qui vient de faire du support, tout ce qui est back-office, les mètres carrés, des supports informatiques, propriété intellectuelle, comptabilité et ainsi de suite, qui permettent à une entreprise de démarrer correctement. Et Min-Max Medical qui propose de l'expertise technologique pour aller aider à prendre le bon produit avec les bons composants. Donc voilà. si je donne une image, moi je viens avec mon idée, parce que figurez-vous, j'ai une super idée. Pourquoi pas? On est sur la robotique chirurgicale, on est sur un thème bien précis. Je me dis que moi je veux faire un robot pour soigner l'index. J'ai compris que c'était très spécialisé, bon, la main. Donc je viens vous voir et avec vous, on va pouvoir monter peut-être un peu plus vite ensemble un robot qui sera spécialisé. Vous allez m'aider sur cette partie de l'équipement. Moi, je vais aller travailler plus en profondeur sur ce que je connais, notamment la main, la chirurgie de la main, a priori. Et ensemble, on va créer une start-up. C'est ça, et donc ça, c'est le principe d'un accélérateur, c'est qu'il a une expérience qu'il va partager et qui va du coup pouvoir aider le porteur de projet ou la start-up qui est créée à évoluer rapidement et correctement pour moins avoir de chances de se planter, parce qu'il y a aussi beaucoup d'échecs et il faut essayer, pourquoi pas, de contrecarrer ça avec de l'expérience. Nous, on a des expériences notamment sur la partie clinique, on connaît très bien les besoins, l'environnement clinique, sur la pertinence sur la partie technologique également. Chaque accélérateur va se spécialiser dans des technologies potentiellement différentes d'ailleurs, et c'est là où il y a une complémentarité. Et après, on va également être capable. On n'est pas que sur la technologie clinique, encore une fois, il ne faut pas oublier tous les autres domaines. La start-up, elle se crée, elle a besoin d'accompagnement. On va aller dire, appelez la région, allez voir Anne, on connaît ce contact-là, on va mettre en place ce qui a marché pour nous, et ainsi de suite. On va parler de Medical. Enfin, ça reste aussi cet écosystème, cette intégration dans l'écosystème qui est super pertinente pour que la start-up en question se perde moins et soit directement pertinente. Vous savez, on va dire des bêtises, combien il y a de start-up autour de Aventure ? Pas forcément incubé aujourd'hui, mais autour de l'écosystème. Alors sur Aventure, sur l'écosystème Aventure, c'est une quinzaine de startups aujourd'hui, et on en crée plusieurs par an maintenant. Et après, sur l'écosystème de façon générale à Grenoble, on a quand même un nombre de startups qui est assez incroyable. Et pour information, d'ailleurs, la France, c'est le 3e pays au monde en termes de startups dans la robotique médicale, par exemple. Oui. Donc il y a quelque chose à jouer. Grenoble étant un pôle majeur avec Paris et Montpellier. Donc toutes ces startups-là aussi, elles se rencontrent, elles partagent leurs expériences. Enfin, ce que j'ai compris, c'était ça. Chaque porteur de projet est assez porté par le groupe et partage un peu ses prises de tête sur ce point-là. Très bien. Jusque-là, on n'a perdu personne. Parfait. On est bon au niveau timing. On a un peu épuisé notre sujet, je vous cache pas. Je ne vais pas meubler, on a des heures. Il est inépuisable, mais on ne voudrait pas vous épuiser, quoi. Là, pour le coup, s'il n'y a pas de questions, on peut se rendre disponible là pour les 5 minutes qui restent avant qu'un autre sujet intervienne sur la table. Merci beaucoup pour votre attention, merci pour votre intervention. Merci.